c'est qu'on a une inhibition du cytochrome P450. Soit on va passer par les isoenzymes cytochrome 3A4, en particulier pour l'atorvastatine et la simvastatine, et là l'interaction se voit essentiellement avec les macrolides qu'on prescrit beaucoup pendant l'hiver pour les infections. Ça peut être aussi la cyclosporine, le dithiazème, verapamil, l'amiodarone. Alors, pour la rosuvastatine, qu'on peut prescrire, l'interaction peut se voir avec la fluconazole, l'amiodarone, les fibrates, bien sûr qu'il faut éviter, voilà, et la sertraline. Alors, quels sont les types de drogues qui peuvent donner des toxicités avec les statines? Avec des cytochromes P3-4A, donc cyclosporine, macrolide, traitement de l'HIV, inhibiteur calcique, amiodarone, ou parfois il y a des médicaments qui sont directement toxiques pour le muscle, comme les corticoïdes, comme la dortomycine ou les fibrates. Donc il faut faire absolument attention. Alors quelles sont les personnes à risque? Âge avancé, petit poids corporel, les femmes, les reins altérés, la dysfonction hépatique, la période péro-opératoire, l'hypothyroïdie et l'abus d'alcool, et quand on a une défiance multiviscérale. Donc il faudrait bien identifier les personnes, essentiellement leur âge, tenir compte des facteurs de comorbidité, de l'histoire mentale, de l'utilisation des statines, et est-ce qu'il n'y a pas de traitements qui sont concomitants avec le cytochrome P450. Que disent les recommandations quand on a une altération aux statines? On va voir les symptômes et le taux enzymatique, donc les CPK. S'ils sont moins de 4 fois, on va arrêter au bout de 2 à 4 semaines, et on va voir si les symptômes persistent. À ce moment-là, on va essayer d'atteindre l'objectif LDL avec l'ézythymie par exemple. Si les symptômes s'améliorent, on va réintroduire soit une statine, soit une nouvelle statine, et on va essayer d'avoir l'objectif LDL, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure. Si la personne a des signes de rhabdomyolyse, on va arrêter et voir un peu l'évolution et réintroduire progressivement des statines à faible dose pour pouvoir atteindre l'objectif. Sinon, on peut avoir recours à d'autres molécules comme l'ézythymie ou parfois les fibrates, mais relativement rarement. Alors aujourd'hui, vous savez, juste avant de terminer, qu'il y a de nouvelles molécules qui sont en cours de développement. Je vous en parlais pendant la dernière minute qui me reste. C'est les inhibiteurs PCSK9. Alors ce sont de nouvelles molécules qui sont injectables, qui vont aujourd'hui, qui ont l'AMM dans les hypercholestérolémies familiales. Vous savez que les hypercholestérolémies familiales, ça tue des personnes à 25 ans. C'est des gens qui ont un LDL cholestérol à 6, à 7, alors qu'ils ont 9 ans. Et alors aujourd'hui, les seules possibilités de traiter, c'est de pouvoir faire les épurations, c'est de faire, de les dialyser, alors de faire des plasmaphéreses. Aujourd'hui, on a découvert que les gens qui ont génétiquement un inhibiteur du PCSK9, qui naissent avec ça, font moins de LDL, font moins de cholestérol. Donc on travaille beaucoup en termes de génie moléculaire, et il y a de nouvelles molécules injectables. Alors ça s'injecte 2 fois par mois, ça coûte à peu près $1000 par mois. Je pense que le Maroc, il va y avoir l'année prochaine, je me trompe. Alors aujourd'hui, les études que nous avons, c'est sur les hypercholestérolémies familiales. Les études de morbimortalité, ça va avoir lieu en 2018-2019. On va voir est-ce qu'effectivement ça va agir sur le cœur. Mais vous voyez que la science, on n'arrête pas. Ce qui est beau dans la science, c'est dans la vie, rien n'est figé. Hein, rien n'est figé. La seule chose qui est constante, ce qui est permanent, c'est le changement qui est important. Voilà, je vous remercie. Merci, cher maître, monsieur c'est vrai que c'est un marathon, comme vous êtes sportif, comme vous avez respecté le temps. Donc là, avant de donner la parole à ça, j'aimerais bien discuter avec vous l'utilisation des statines et la potentialisation de survenue de diabète. Oui, alors c'est un effet relativement minime, minime. Ça a été surmédiatisé à un certain moment. On l'a vu généralement avec certaines molécules comme la rosuvastatine, essentiellement, mais l'effet est tellement minime, en particulier chez les personnes qui ont déjà un prédiabète, mais c'est un effet très minime par rapport aux apports bénéfices qui sont extrêmement importants des statines chez les diabétiques, en particulier les diabétiques qui ont eu un événement cardiovasculaire majeur. Et tu l'as vu,
sur les premières diapositives, les diabétiques en prévention secondaire doivent obligatoirement avoir une statine. Ça me paraît fondamental. Merci Oustad. Donc là, la parole à Hassan. Je donne la parole à Dr Bekri. Ou la bronchite? Oui, c'est une très bonne question. Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, l'objectif, moi je pense qu'il faudrait absolument rester simple. L'objectif est moins 140-90 mm de mercure. Je pense que tout le monde est d'accord sur cet objectif-là. Moins 140-90 mm de mercure. Que ce soit quelqu'un qui est diabétique. Voilà. Alors, ça, c'est pratiquement tout le monde, c'est le monde entier. Alors, tout le monde est d'accord, moins 140-90 mm de mercure, pour tout le monde. Les diabétiques, moins 140-90. La seule exception, c'est peut-être les insuffisants rénaux, les protéinuriques. On peut, dans certains cas, baisser à 120-80 mm de mercure. Pour l'étude SPRINT, les données d'étude SPRINT n'ont pas encore, c'est une étude, ça n'a pas encore modifié les recommandations. Et aujourd'hui, je pense qu'en 2017, on va avoir de nouvelles recommandations européennes et on va voir s'ils vont faire appel à l'étude SPRINT qui ouvre une ère nouvelle. Alors, c'est clair que quand vous baissez à moins 120 mm de mercure, vous gagnez sur le cerveau, mais vous perdez sur les coronaropathies parce que vous baissez la pression diastolique, vous baissez trop la perfusion coronaire et vous augmentez les risques d'ischémie myocardique. Mais SPRINT aujourd'hui n'est pas passé aux recommandations. C'est une étude intéressante de 2016, mais SPRINT, ce n'est pas la recommandation. La recommandation, c'est l'ensemble des études que nous avons, et je pense qu'il faudrait rester clair, moins 140-90. Voilà. Je pense que c'est... Il y a une question là, premier enjeu. Merci, professeur L'émission, qui a des céphalées vertiges et qui a 18-10. Est-ce que j'attends la première question. La deuxième... Alors, je vais répondre question par question. Alors, si on a 180, 100 mm de mercure, on prend la tension, on peut prendre la tension plusieurs fois. En consultation, c'est-à-dire 3-4 fois. Voilà, on prend la tension à 1-2 minutes d'intervalle pendant 3-4 fois. Il faut se méfier toujours, je dis à mon assistante, ne marque jamais la première tension, elle est toujours élevée. Donc on se donne, si la tension 1, 2, 3 à 2 minutes, 3 minutes d'intervalle reste à 180, 110, je vérifie bien sûr la tension bras droit, bras gauche, en position debout. Si j'ai 12 mesures qui vont avoir une moyenne, comme vous dites, je suis autorisé à commencer le traitement. À ce moment-là, soit je commence par une monothérapie, soit une bithérapie fixe à faible dose, et je reprends mon patient au bout de 3 semaines, et je donne un bilan à faire, bien entendu. La deuxième question, qu'est-ce que vous nous préconisez dans les marques de tensiomètre? Oui, alors il y a de bonnes marques. Omron, c'est une bonne marque. Je ne suis pas actionnaire là-dedans, d'habitude, mais bon, je ne donne rien. Alors Omron, c'est une bonne marque, c'est une marque intéressante. Ce qui est important, c'est que les personnes moi, je préfère les marques humérales, pas le radial. Ça me donne toujours de fausses mesures. Et bien entendu, il faudrait éduquer le patient. Il faudrait que la personne amène sa machine. Vous voyez comment il fait. Et il faudrait absolument, il y a 2 choses à faire. Il faut former votre infirmière à prendre attention, à bien la prendre, ou bien la prendre. Deuxièmement, il faudrait qu'il amène sa machine et vous comparez par rapport à votre appareil que vous utilisez. Et vous voyez un peu les chiffres, s'ils sont concordants, c'est bon. Omron, c'est une bonne marque. Tensoval aussi, c'est une bonne marque. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on utilise de l'électronique, de plus en plus. De plus en plus, et voilà. On va prendre une question là-bas et puis une autre. Oui. Deux questions, s'il vous plaît. On va prendre deux questions. Le système rénine-angiotensine. Oui. Puisque ce système rénine-angiotensine est inhibé avec l'âge. Par conséquent, il faut revoir le traitement si une personne traitée par le CRA2. Alors, en général, quand on a une stimulation du système rénine-angiotensine est responsable d'hypertension, précocement, à partir de la quarantaine, par le syndrome métabolique. Et certainement, cette altération du système rénine-angiotensine va entraîner la progression. C'est un facteur de progression et de désinvolution du système cardiovasculaire, c'est-à-dire d'altération tissulaire cardiaque cérébrale rénale. Son blocage est bénéfique
Aujourd'hui, on le sait, dans l'hypertension, dans l'insuffisance cardiaque. Je suis pour maintenir le traitement s'il marche pendant toute la vie. Hein, s'il marche, il n'y a pas à le faire changer. Par contre, ce qu'il faut faire chez les personnes qui prennent de l'âge, c'est de les éduquer quand ils prennent des initiaux des ARA2, de les éduquer par rapport aux effets secondaires, surtout par rapport au risque de déshydratation. C'est le gros problème, parce que j'ai vu passer des créatines de 8 à 33 par déshydratation. La personne a vomi pendant le week-end, a eu la diarrhée, ne s'est pas hydratée, et la créatine est montée très rapidement. Il faut bien éduquer les patients. Déshydratation, prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, voilà, c'est important ça. Il faut monitorer les patients, monitorer la fonction rénale progressivement. Il faut faire attention, il faut que la créatine reste stable. Elle peut s'élever au démarrage du traitement, et puis il faut qu'elle reste stable. Au contraire, il faut maintenir le système de traitement pendant toute la vie. Par contre, si on récupère quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui a une hypertension, en première intention, on donne un inhibiteur calcique. Mais tu l'as vu, dans les recommandations anglaises, quand la monothérapie ne marche pas chez quelqu'un qui a plus de 60 ans avec un inhibiteur calcique, on ajoute un IEC en ARA2. Et ça, le système rénine-angiotensine joue un rôle extrêmement important pendant toute la vie. Il y a des personnes chez qui le système rénine-angiotensine n'est pas très impliqué dans l'hypertension. Les personnes de race noire, par exemple, qui sont généralement à rénine basse, et chez qui les IEC, les ARA2 ne marchent pas très bien. Mais ça a été fait chez les Afro-Américains, les Noirs américains qui ont ce problème-là. Et parfois, chez les Noirs, on l'a vu, ils font plus d'œdèmes angioneurotiques. Ils peuvent développer des œdèmes parfois angioneurotiques qui sont des complications majeures, mais c'est assez rare des IEC. Donc oui, je donne un IEC neurotique pendant toute la vie, mais à la seule condition de surveiller la fonction rénale et d'éduquer les patients et de faire attention à la déshydratation et aux anti-inflammatoires. On prendra une question, deux, et puis pour ne pas empiéter sur la prochaine conférence, qu'il y a le professeur Echec et le docteur Lefebvre qui vont modérer notre session. Donc on aura juste deux petites questions. Je vous écoute. Il y a madame là-bas au fond et la dame au premier rangée. Docteur Choropat. C'est bon, là, Michael, vous pouvez pas. Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît, on reçoit pas mal de fois des malades avec discordance, une différence entre le bras droit et le bras gauche. Et parfois, la semaine prochaine, j'ai reçu une patiente avec 12. La dernière. Donc, est-ce que les idées, est-ce que je traite ou bien je traite pas? Surtout que la patiente elle est asymptomatique et elle sait ça depuis plusieurs années. Donc, alors, il faut prendre... traitement. Oui. On peut avoir des inégalités au niveau des deux membres, il faut prendre celui qui est le plus élevé. En particulier s'il y a plus de 20 mm de différence. 20 mm de différence, il faut prendre celui qui est le plus élevé. Alors vous avez de rares cas de Takayasu, de syndrome du défilé thoraco-brachial, mais c'est relativement rare. Mais en général, si les peaux passent bien, en général, vous prenez la tension au niveau du bras le plus élevé. Si vous avez des variabilités tensionnelles dans les consultations, il faut faire une automesure en dehors du cabinet médical, en vérifiant bien que la personne, sinon un holter tensionnel, ça peut vous aider. D'accord. Pour une petite dernière question, pour la recommandation des ARA2, vous avez dit que dans un moment, on peut traiter soit par les IEC, par les ARA2. Dans notre quotidien, on reçoit plusieurs patients, soit qui viennent de centre de santé ou bien qui ont déjà les ARA2. Ils sont équilibrés. Est-ce que dans les recommandations en matière de protection cardiovasculaire, on peut tolérer plusieurs prescriptions de ARA2 plus que les IEC? Alors aujourd'hui, en termes d'études, vous voulez comparer IEC et ARA2, c'est ça? Hein? C'est ça la question. IEC et ARA2, vous voulez comparer les deux. Alors aujourd'hui, la seule étude qui a été faite qui est comparée les deux, c'est l'étude on target. L'étude on target qui montre qu'ils sont équivalents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité de l'un par rapport aux autres. C'est la seule étude. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas, dans ma tête, je suis pragmatique. C'est-à-dire, quand quelqu'un me dit je suis supérieur à un autre, il faut faire le match. Hier, on a vu le match, c'est un partout. C'est-à-dire, même si l'autre va dire, ah oui, non, c'est head-to-head. Okay. Le seul head-to-head, face à face, c'était on target. Et aujourd'hui, tu vas recevoir des laboratoires qui vont faire tout un exercice pour dire, non, il y a absolument, aujourd'hui, ils sont tous sur le même pied d'égalité chez les hypertendus. Tous sur le même pied. Alors moi, en termes de persistance, j'utilise plus, dans l'hypertension, plus d'ARA2 que d'IEC.
parce que avec les ARA2, on tousse moins par rapport aux IEC. Donc c'est pour ça que j'utilise plus d'ARA2. Hein, une meilleure tolérance. Et bien